Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Force Vive, la série qui explore l'engagement d'aujourd'hui et construit celui de demain, produit par Helloasso, une solution de paiement 100% offerte aux associations qui depuis 2009 accompagne les associations à développer leurs projets et à gérer leurs activités afin de faciliter l'engagement citoyen. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est indissociable de cette gestion d'activités et de développement de projets, qui est le bénévolat. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des associations sont bénévoles et celles qui ne le sont pas à 100% reposent tout de même très souvent sur un fort réseau de bénévoles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Pascal Dreyer de Recherche et Solidarité pour nous partager leurs travaux sur le bénévolat. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ainsi que Recherche et Solidarité et le cadre de vos travaux? Alors, je m'appelle Pascal Dreyer, je suis président de Recherche et Solidarité, qui est une association qui a été fondée en 2008. C'est une association qui réalise des études et des enquêtes pour explorer et acquérir des connaissances sur la vie associative en général et les associations. Donc, on a deux grands modes de fonctionnement. On travaille soit avec des données publiques, par exemple l'URSSAF ou la MSA, notamment pour explorer les données employeurs, soit on réalise des enquêtes ad hoc avec notamment le cabinet IFOP. Ces enquêtes sont en accès libre sur le site de Recherche et Solidarité. Ce qui est très important aussi à savoir, c'est que ces enquêtes créent des connaissances sur le monde associatif. Elles ont à la fois pour mission d'aider les acteurs à mieux connaître les enjeux du domaine, mais aussi à guider tous ceux qui accompagnent les associations. Donc on a vraiment de très gros enjeux pour faire vivre cette connaissance, non seulement l'acquérir, mais aussi la diffuser le plus largement possible. Et donc le site internet où toutes les enquêtes sont en accès libre remplit cette fonction pour nous. C'est effectivement sur ce site que j'ai vu la dernière qui était je crois que c'est toujours la dernière en date pour l'instant, mais la France bénévole de 2024 où on voyait plein de conseils hyper intéressants sur les tendances et les profils des bénévoles. Et du coup, c'est de ça dont on a envie de parler aujourd'hui. On y lit que les rapports à l'engagement évoluent. Quelles sont les principales mutations? Qui sont ceux qui s'engagent et quels sont leurs profils et leurs attentes? Alors, la première mutation qu'on observe, c'est que le bénévolat devient plus ponctuel. Face à l'engagement qu'on qualifie de plus régulier, l'engagement ponctuel grandit. On est passé de 4,5% des Français environ à 7% des Français qui aujourd'hui s'engagent plus majoritairement sur ce bénévolat ponctuel. On constate la montée de l'engagement des jeunes, des 15-34 ans, et l'érosion des plus de 60 ans. Donc ça, c'est aussi une tendance lourde qui se met en place. Et puis, on voit bien que le bénévolat, dont les bénévoles attendent qu'il leur permette d'être utiles dans la société, il est soumis à toutes les mutations sociales qu'on peut observer aujourd'hui, et dont on pourra reparler après, mais notamment les mobilités, le changement de la famille, les responsabilités que les uns et les autres on peut avoir, les évolutions du monde du travail, la présence du numérique. Tous ces éléments font que le bénévolat est lui-même impacté et que les attentes des bénévoles changent vis-à-vis des associations et vis-à-vis de leur mission. C'est vrai qu'il y a une idée reçue assez répandue, j'ai l'impression, c'est les jeunes s'engagent moins, les jeunes s'engagent moins qu'avant, et alors que les chiffres montrent le contraire au final. Oui, alors les chiffres montrent le contraire et ça c'est très frappant pour nous puisque l'engagement des jeunes est passé de 2010 à 16% à 26% en 2024, donc c'est un saut colossal, pendant que effectivement celui des seniors passait de 38% pour la même période à 23% aujourd'hui. Donc les courbes se sont croisées entre l'engagement des plus jeunes et l'engagement des plus âgés. Et pour nous, ça a été d'une certaine manière un choc de découvrir cette transformation du bénévolat. Et vous parliez de différentes mutations en voulant les décrire après. Exactement. Je serais hyper intéressé de les découvrir tout de suite. Du côté des jeunes, c'est clair que le bénévolat occupe une place prépondérante durant les études et durant les études à la fois avant le bac et après le bac. Et les savoir-faire et les savoir-être acquis par ces jeunes durant leurs études grâce au bénévolat sont extrêmement valorisés dans le cadre de la recherche d'un premier emploi. Et on voit aussi que les jeunes ont un désir de s'engager. Ils sont intéressés par des causes, le contexte international notamment les y invite, le fait qu'il y ait des enjeux sociétaux importants comme le changement climatique par exemple. Ces éléments-là mobilisent beaucoup les jeunes. À l'inverse, chez les seniors, on assiste à quelque chose de très différent. La grande mutation, évidemment, la toute première à laquelle on peut penser, c'est que ces seniors sont une génération pivot. La société française vit pour la première fois une société à 4 générations. Et donc, ça veut dire que cette génération pivot de jeunes retraités qui doivent s'engager, qui ont normalement davantage de temps, ils s'occupent de leurs ascendants, de leurs parents, mais ils s'occupent aussi de leurs enfants qui peuvent avoir autour de la quarantaine des difficultés d'emploi, par exemple, et ils s'occupent de leurs petits-enfants. Donc, ils ont une moindre disponibilité. Mais ce sont aussi des jeunes retraités qui sont dans une situation un peu particulière. On a observé ça dans les études, c'est qu'ils changent d'identité. Quitter le travail et passer à la retraite, on n'est pas immédiatement disponible comme le pensent les associations. En fait, on a besoin de faire une mue.
On a besoin de faire une mue d'identité. Je ne suis plus un travailleur, je deviens un retraité. Qu'est-ce que ça signifie dans le regard que les autres portent sur moi et que je peux porter sur les autres? Et je dois faire une mue sociale, c'est-à-dire que mes réseaux de sociabilité habituels liés au travail disparaissent. Et donc à partir de maintenant, il faut que j'en recrée. Et donc tout ça, ça se joue beaucoup dans le retour à la maison, comme on aime le dire, à rechercher solidarité. Et dans ce retour à la maison, il faut entre 2 et 5 ans pour réorganiser son emploi du temps, réorganiser ses relations sociales, réorganiser ses relations avec son conjoint. Donc tout ça, ça prend du temps et les associations doivent vraiment prendre en compte cette mutation très importante de la mue de ces jeunes retraités. Et puis il y a une dernière chose qui est importante, c'est que ces jeunes retraités qui arrivent sur le marché du bénévolat, si je peux utiliser cette expression, ce sont des gens qui n'auront connu que les 30 glorieuses et la société de consommation. Ça signifie que ce sont des consommateurs qui sont soumis à une très forte pression d'activité à acheter dans le monde marchand et donc ils sont en conflit, en tout cas ils ont une offre tellement importante qu'il peut y avoir des conflits entre une activité qu'ils vont acheter, partir en croisière, faire du sport dans un club de sport, ou au contraire s'engager dans un club de sport, s'engager dans une activité de loisir avec d'autres dans leur quartier. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que le bénévolat des seniors est énormément bousculé aujourd'hui et qu'il faut pouvoir l'accompagner dans toutes ces mutations. Par opposition au bénévolat des jeunes qui augmente, des bénévolats ponctuels aussi. Vous avez mentionné, je crois, des choses par rapport au nouveau rapport au travail et d'autres tendances. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, qu'il y a de plus en plus de bénévolats ponctuels et c'est la tendance d'une nouvelle génération ou c'est pas forcément limité Je pense pas que ça soit lié aux jeunes. Il faut pas tout faire porter sur les jeunes. Je pense qu'on est dans une société du zapping et de l'hypersollicitation. On est dans une société qui fait que les uns et les autres, on veut avoir le choix de tout. Et donc, ça engage sûrement davantage cette révolution des mentalités et des modes de vie, davantage d'engagement dans des choses plus ponctuelles, ou du moins qui ne vont pas nous engager trop longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un grand désir d'engagement, bien au contraire. Et ça, on le constate, nous aussi de l'autre côté, quand on voit que le bénévolat régulier, dans l'enquête de 2024, il a progressé de 2 points, puisqu'il passe de 9 à 11%. Et ça, c'est un chiffre qui est pour nous plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on l'avait vu s'éroder largement, alors qu'on voit que, et c'est notamment une des surprises pour nous de l'enquête 2025 dont on ne peut pas vraiment parler, mais en tout cas, ce bénévolat régulier, il se construit aussi avec des publics qui ne sont pas ceux auxquels les associations ont l'habitude. Donc il y a vraiment toute une réflexion à mener sur qui est bénévole aujourd'hui, comment ce bénévolat s'organise et à quoi les associations et à qui est-ce qu'elles doivent être attentives aujourd'hui pour permettre à chacun de faire le bénévolat dont il a envie et dont il a besoin dans la période de la vie où il se trouve. C'était pile poil la prochaine question à laquelle j'avais envie d'aller, c'est quels sont les conseils que vous donneriez à une asso et quand vous dites de s'intéresser à qui sont les bénévoles et comment les mobiliser en fonction de leurs attentes, etc. Est-ce qu'il y a des différences aussi selon les secteurs? Alors oui, on peut dire qu'il y a des vraies différences entre secteurs. Alors il y a un fond commun, je l'ai dit, c'est la question de l'utilité. Donc les bénévoles, ils veulent tous être utiles, quelle que soit la cause et quel que soit le secteur. Malgré tout, il y a des différences selon les secteurs, ne serait-ce que parce que chaque secteur associatif est organisé à sa façon et défend des causes à sa façon. Nous, on a un peu travaillé sur le sport cette année au sein de Recherche et Solidarité, et ce qu'on a constaté, c'est que ce qui caractérise le sport, c'est d'abord un très fort entre-soi. Les bénévoles sont souvent également des pratiquants ou d'anciens pratiquants ou des parents de jeunes pratiquants. Donc ça pose déjà un certain nombre de questions. La deuxième question, c'est que dans cet entre-soi, il y a peu d'extensions possibles. On ne peut pas aller à la rencontre de beaucoup d'autres bénévoles ou d'autres associations pour faire du recrutement. Ces clubs sportifs, en fait, ont pas trop de difficultés pour recruter pour du bénévolat ponctuel, notamment pour du bénévolat d'événements. En revanche, ils ont du mal à recruter pour du bénévolat permanent parce que les bénévoles qui sont engagés depuis très longtemps dans ces clubs disent que la responsabilité d'une part de l'encadrement juridique, cette responsabilité juridique est extrêmement lourde et aujourd'hui, les bénévoles ne veulent pas forcément assumer cette responsabilité-là. Et d'autre part, ils soulignent le fait que le poids de l'administratif, le poids de la gestion des subventions, par exemple, est de plus en plus lourd et que beaucoup de bénévoles rechignent à vouloir s'engager pour faire tout ce travail de l'ombre. Parce que le travail qui permet aux associations de vivre, c'est beaucoup un travail de l'ombre. Et ce travail, il est assez ingrat, alors que les bénévoles ont souvent envie de se réaliser dans des travaux dont l'opérationnalité et l'action sera immédiatement visible. Et pourtant, c'est peut-être le gain rapide, entre guillemets, de retour sur engagement, on va dire. Par contre, si je me rappelle bien, en tout cas, il me semble que c'est aussi dans cette étude, les premiers mots qui viennent, quand vous demandez à des bénévoles, c'est épanouissement et bonheur. Oui, alors ça, on le constate dans les 2 grandes enquêtes qu'on fait et qui constituent la France bénévole. C'est-à-dire aussi bien le fait d'interroger tous les Français et d'interroger spécifiquement les bénévoles. On voit bien que ce qu'ils cherchent, c'est l'épanouissement, le plaisir, mais aussi la relation aux autres.
mais aussi le fait de travailler avec d'autres, de faire des projets avec d'autres, et qu'ils acquièrent un certain nombre de compétences dans ce travail-là. Et qu'ils ont bien conscience, ça c'est peut-être une extrapolation, mais il me semble que les bénévoles ont bien conscience de participer à la construction du lien social, et que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment de très très ancré. Et les associations, elles ont bien conscience de la difficulté à recruter des bénévoles, donc beaucoup ont mis en place des cellules qui accueillent, fidélisent, forment, accompagnent les bénévoles, mais je pense qu'elles doivent rajouter à ça la conscience aiguë des mutations sociales qu'on a évoquées juste avant, le fait que ces bénévoles, il faut les accompagner dans le moment de vie où ils sont, et qu'on n'accompagnera pas un jeune comme on va accompagner un senior ou comme on va accompagner quelqu'un qui est au milieu de sa vie, et qu'il faut s'appuyer sur tout ce qu'offre le monde moderne aujourd'hui, si j'ose dire, ou le monde contemporain pour faire ce bénévolat, c'est-à-dire qu'on peut être en bénévole opérationnel, en équipe, sur le terrain, dans l'association, mais on peut aussi faire du télébénévolat, on peut aussi être mobilisé sur du bénévolat de compétences, on peut venir en fait chercher les bénévoles dans des tas de moments de leur existence où ils ont cette disponibilité, où ils ont de toute façon cette appétence. Mais il faut que les associations, sûrement, soient plus souples et envisagent autrement ce fameux bénévolat régulier dont elles ont tant besoin pourtant. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit avant pour le clarifier pour tout le monde. Quand vous parlez de lourdeur des responsabilités qui peuvent faire peur pour les bénévoles, on parle de quoi déjà? Quelles sont ces responsabilités-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer là-dessus? Alors on évoquait le monde du sport en particulier, donc là très clairement le fait de trouver des bénévoles qui vont accepter d'encadrer des jeunes ou des moins jeunes aujourd'hui, avec tous les scandales qui émergent aujourd'hui dans l'encadrement de la jeunesse, c'est quand même des choses un tout petit peu particulières. Donc ils ont du mal à trouver des encadrants sportifs qui vont aussi assumer avec l'association la responsabilité juridique de cet encadrement. De l'autre côté, faire des dossiers de subvention, c'est très ingrat, mais ça demande d'acquérir des compétences, ça demande d'avoir des compétences un peu plus élargies, et beaucoup de bénévoles n'ont pas forcément envie d'acquérir ces compétences-là, ils ont plutôt envie de faire des choses qui vont être directement utiles, de directement voir l'impact de leur action. Et du coup, il faut accepter d'entraîner peut-être des bénévoles justement dans des travaux qui vont être utiles à l'association, mais dont la lourdeur sera compensée par le fait qu'on a du plaisir à être ensemble, on a du plaisir à construire un projet. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous collectivement besoin de construire des micro-projets et de participer à un grand projet, de participer aussi à des relations qui construisent des relations inattendues, puisqu'on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement que dans l'association, et que tous ces éléments-là favorisent vraiment le bénévolat. Et j'aimerais revenir sur le bénévolat ponctuel. On l'a vu, donc le bénévolat régulier était en baisse et en train de repartir à la hausse, donc très bonne nouvelle. Et le bénévolat ponctuel, lui, ça fait quelques années, et cette année encore, qu'il est en hausse. Comment les associations peuvent faire pour réagir à cette hausse du bénévolat ponctuel? Alors je pense que l'idée, c'est de faire un peu une sorte de système de vase communicant. Les associations organisent des événements, et c'est souvent à cette occasion-là qu'elles sollicitent via des plateformes des ressources supplémentaires de personnes qui vont devenir bénévoles à la journée ou sur une activité bien précise. À cette occasion-là, qu'elles peuvent identifier des personnes qu'elles pourront attirer vers le bénévolat régulier. À quelles conditions? D'abord à l'accueil dans l'association. Je pense que c'est très important d'être bien accueilli dans son association, de pouvoir découvrir des gens qui vont vous parler de ce que l'association fait, de savoir quel est le projet associatif au-delà de l'événement. La deuxième chose, c'est évidemment de pouvoir avoir une activité précise. Les bénévoles aujourd'hui veulent savoir exactement ce qu'ils vont faire, éventuellement savoir quel impact ça va avoir, comme je le disais tout à l'heure, et ça c'est très important. Et puis enfin, être accompagné en binôme, peut-être par un bénévole qui était déjà là dans l'activité, peut-être par quelqu'un qui va découvrir l'activité parce qu'elle est nouvelle avec la personne qui arrive, mais en tout cas, avoir quelque chose qui fait qu'on partage cette expérience du bénévolat quand on arrive dans l'association. Et petit à petit, je pense qu'en étant à l'écoute de ces bénévoles, en écoutant aussi comment ils font remonter ce qu'ils vivent sur le terrain vers les instances de gouvernance, je pense que petit à petit, on peut tisser des liens nouveaux avec ces bénévoles et leur permettre de s'engager toujours davantage, ou en tout cas aux besoins de l'association de manière cohérente avec son fonctionnement. Avant, vous parliez sur le sport d'entre-soi. Là, j'ai envie de parler d'un type d'entre-soi un peu plus large. Il y a des statistiques, moi, dont j'avais pas conscience dans la France bénévole, qui sont mises en avant sous le nom de fracture associative. Et je serais très curieux, du coup, de savoir comment on peut comprendre cette fracture associative et y réagir pour la résorber. Alors nous, on identifie cette fracture associative depuis très longtemps à travers le niveau de diplôme. Et on sait que les personnes les moins diplômées sont celles qui s'engagent le moins dans les associations. C'est-à-dire qui rentrent le moins dans les associations. Par contre, ce qu'on découvre petit à petit, c'est qu'une fois que ces personnes sont rentrées dans l'association, eh bien, ce sont certainement celles qui ont le
plus de potentiel à devenir des bénévoles engagés et peut-être même des bénévoles réguliers. Mais ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement spécifique encore plus fin peut-être que les autres, puisqu'on sait que, si ma mémoire est bonne, c'est 38% des bénévoles peu diplômés qui rentrent dans les associations contre 57% des plus diplômés. Donc on voit qu'il y a un écart très très important. Et cet écart-là, il peut être surmonté si l'association accompagne ces personnes-là, en surmontant tous les regards aussi qu'on a sur des gens qui sont un peu différents de soi. On évoquait juste avant l'enregistrement de l'émission la question de l'altérité. C'est vraiment se dire comment est-ce qu'on accueille des gens qui ne sont pas tout à fait les bénévoles qu'on attendait, mais qu'on leur ménage une place et qu'on découvre qu'ils sont des bénévoles tout à fait extraordinaires. Je vais finir sur une dernière question par rapport au bénévolat avant d'aller au mot de la fin. C'est aussi une question qui revient souvent dans les études sur le bénévolat et c'est aussi mentionné dans la France bénévole. C'est la question de la valorisation du bénévolat. Qui peut mieux valoriser et qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a des grandes discussions, évidemment. Chaque décennie apporte son lot de trophées, de palmes qui viennent récompenser les bénévoles. Ce sont des choses qui sont importantes. Moi, je crois que la première récompense et valorisation que les bénévoles attendent, c'est qu'on s'intéresse véritablement à ce qu'ils font, que le président de l'association régulièrement les rencontre, leur parle, leur dise merci. Moi, je crois que un des éléments de la valorisation, c'est dire merci. Et puis peut-être aussi, selon le parcours de vie du bénévole, avoir peut-être, il y a un passeport du bénévole qui existe évidemment, mais en tout cas quelque chose qui permet de vraiment valoriser son action, y compris quand on est plus âgé et qu'on n'en a plus forcément besoin pour se valoriser dans ses études ou dans son travail, mais qu'on puisse dire, voilà, j'ai acquis des choses dans mon bénévolat et je suis passé par tel et tel type d'expérience. Et je pense que c'est très important, mais ça commence pour moi véritablement à l'intérieur de l'association, quand le président, le vice-président, le conseil d'administration, à l'occasion, associe les bénévoles de près ou de loin au projet associatif, et de l'autre côté, leur disent merci. Ça, pour moi, c'est la base de la valorisation. Merci beaucoup pour ces réflexions et ces informations hyper riches. S'il devait y avoir un mot de la fin, donc soit pour résumer le message que vous avez envie de passer à travers tout ce qu'on s'est dit, soit potentiellement s'il y a quelque chose d'hyper important pour vos travaux sur le bénévolat qu'on n'a pas abordé et que vous voulez mentionner. Je trouve qu'il faut mentionner que Recherche et Solidarité a réalisé la première étude sur le thème association et transition écologique. Et je pense que nos résultats ont bien montré que les associations avaient des potentiels d'action extrêmement forts vis-à-vis de la transition écologique dans tous les domaines de la vie des associations, mais qu'en revanche, elles avaient du mal à le mettre en œuvre. Et je trouverais vraiment très intéressant qu'on puisse continuer de creuser ce sujet et de valoriser ce sujet de la transition écologique auprès du monde associatif, qui est un acteur déterminant de la transition de nos sociétés. Les deux dernières questions, c'était est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un film, ça peut être tout type de ressources que vous recommandez? Moi, je recommande toutes les publications de Recherche et Solidarité, évidemment. C'est sûr, évidemment. Qu'on mettra en lien, évidemment. Voilà, il faut les mettre en lien, il faut inviter les gens à aller les voir, les télécharger et puis les lire. Et du coup, la deuxième, c'était une personne que vous aimeriez voir au micro d'un prochain épisode de cette interview-là. On a réalisé l'enquête de l'an dernier sur la transition écologique avec la Fondation Terre Solidaire et le mouvement Tilt. Donc, ce sont des personnes tout à fait précieuses à inviter pour partager avec elles le regard qu'elles portent sur les enjeux de la transition écologique. Et puis, bien sûr, on a un autre partenaire avec lequel on aime beaucoup travailler, qui est Solidatech, et qui travaille avec nous sur les enjeux du numérique. Et je pense que pour le monde bénévole, il y a vraiment aussi à travailler cette question du numérique. Donc, on pouvait inviter les intervenants de Solidatech ou de Fondation Terre Solidaire ou du mouvement Tilt. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et à bientôt pour le prochain épisode.